Bonjour à tous, bonjour Marie-Odile, bonjour Lucas. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien et je fais partie de l'équipe FoliWeb. Alors je vois que Johan, Yann, Gloria nous écoutent, que vous êtes dynamiques sur le chat, c'est top. N'hésitez pas à nous faire signe si on a un problème de son, a priori j'assume que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet hyper intéressant sur comment transformer vos prospects en clients. Avec Marie-Odile et Lucas que je vais laisser se présenter dans un instant. Juste pour vous dire, pour ceux et celles qui ne connaissent pas du tout les Folies Web, vous le voyez, nous, la mission qu'on s'est donnée, c'est de vous donner les clés à vous, entrepreneurs, pour vous saisir de l'opportunité numérique. Et pour ça, on organise des événements tout au long de l'année, que ce soit en présentiel, en physique, ou en ligne comme ce matin. On est présent dans une vingtaine de villes. Les deux formats sont hyper complémentaires. On adore que les gens se rencontrent en vrai, rencontrent les intervenants, etc. On a plein de retours positifs de ça. Et puis, c'est chouette aussi de pouvoir profiter derrière son écran d'un webinaire et d'avoir plein de conseils comme vous allez en avoir ce matin. Ce que je vous propose, c'est aussi de vous partager un petit truc, c'est qu'une question, on essaie de répondre aux questions que vous nous posez à chaque fois dans cette intro, et une question qu'on nous pose souvent, c'est de se dire mais comment se fait-il que vous pouvez proposer tout cela en termes d'événements, etc. Et en fait, on a des partenaires qui nous permettent tout simplement de vous proposer cette valeur gratuitement, et le premier d'entre eux est depuis 7 ans maintenant. C'est l'AFNIC, à travers un programme qui s'appelle Réussir en .fr. L'AFNIC, c'est une asso en fait, qui est mandatée par l'État pour gérer le .fr. C'est-à-dire quand vous choisissez le nom de votre site internet, si c'est en .fr, ben c'est l'État qui a donné mandat à l'AFNIC pour ça. Et dans leurs engagements envers l'État, il y a le fait d'œuvrer pour la numérisation des petites entreprises. Et nous, ben, on opère leur programme et cet engagement envers l'État. Et ils mettent notamment à disposition une plateforme qui s'appelle Réussir en .fr, qui est une mine de conseils, là aussi gratuit, sous tout un tas de formats, que ce soit des articles, les liens vers nos webinaires, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, je vous passerai le lien juste après. Et puis le deuxième, Lucas, vu que tu es là, je vais te laisser en dire un mot toi-même. Merci Sébastien pour cette intro. De nouveau, bonjour à toutes et à tous. Lucas Mias, moi je suis directeur de la réussite client chez Neocamino. Depuis 6 ans maintenant, j'accompagne des entrepreneurs et des PME à se développer grâce au digital. Et donc Neocamino, aujourd'hui, c'est une entreprise qui a pour mission de vous accompagner à réussir grâce à Internet, grâce au web, et cela durablement. Comment est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? On vous accompagne sur plusieurs axes, notamment sur le fait de construire votre stratégie digitale dans un premier temps, de définir avec vous quels sont vos objectifs de développement, vos objectifs digitaux, et de définir ensuite les actions qui vont vous permettre de mettre en place et d'atteindre ces objectifs. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, on va vous proposer de vous accompagner sur la mise en œuvre de cette stratégie grâce à la mise en œuvre de ce plan d'action personnalisé, soit via de l'accompagnement, du coaching et des solutions pour monter en compétences par vous-même, soit en faisant pour vous, grâce à un catalogue de services digitaux, de la création de sites internet en passant par le référencement naturel, mais aussi de la prospection digitale. Et tout ça grâce aussi à un outil complet, logiciel, qui va vous permettre de piloter et de mettre en place certaines de vos actions de communication digitale. Voilà, tout simplement. Donc, voilà ce que fait Neocamino. On existe depuis 2012. On a accompagné plusieurs milliers d'entreprises aujourd'hui. Voilà, des entreprises de services, des e-commerçants, des indépendants également. Donc, voilà, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et je vais laisser Marie-Odile se présenter maintenant, il me semble. Ravi d'être avec toi, Lucas, et d'être avec toi, Sébastien, et d'être avec vous tous ce matin. Donc, moi, je suis responsable acquisition chez Celle-ci depuis 2021. J'ai plus de 15 ans d'expérience en acquisition digitale. Donc, Celle-ci, qu'est-ce que c'est? Celle-ci, c'est une solution de gestion complète, commerciale et financière à destination des TPE et des PME. On a plus de 14 années d'expérience dans l'accompagnement des entreprises. On accompagne aussi des milliers de clients tous les jours. On est basé à La Rochelle, à Bordeaux et à Barcelone, et on propose 4 modules. Un module de marketing qui est à destination des équipes marketing pour pouvoir envoyer vos campagnes, un module de vente à destination des équipes commerciales et marketing, un module facturation et un module trésorerie.
voici pour celle-ci. Super. Bon, vous voyez, vous avez 2 experts, du coup, sur le sujet. Juste pour vous mentionner, avant de leur laisser la parole, qu'il y a aussi, d'autres acteurs, qui collaborent sur ce webinaire. Vous le voyez ici, notamment l'État, à travers une initiative, France Num. Et pour, une dernière info, on va organiser un événement qui s'appelle les Folly Days en tout début d'année. Je vais pas prendre trop de temps pour vous le présenter, mais c'est, en gros, si vous avez envie de partir du bon pied, l'année prochaine sur le numérique, et ben, allez faire un tour sur le lien que je viens de vous partager et puis vous verrez, tous les thèmes. Inscrivez-vous, ça va être hyper chouette. On fait ça en tout début d'année parce qu'on se dit qu'il y a pas de raison d'attendre février ou mars pour, passer à l'action. On fait ça du 4 au 12 janvier, vous serez, frais et dispo pour plein de nouvelles infos. Voilà, et pour répondre aux questions que vous nous posez aussi, plus ou moins à chaque fois, oui, vous pourrez avoir le support de présentation. On va vous faire passer une petite enquête de satisfaction qui vous permettra de le recevoir par mail. Oui, vous aurez accès au replay. Donc, vous pourrez, s'il y a un concept que vous n'avez pas tout à fait compris ou vous avez envie de réentendre, Lucas ou Marie-Odile, ce sera possible sans problème, avec le lien avec lequel vous êtes connecté. Et puis, l'autre point, c'est qu'il faut que vous posiez des questions, parce qu'on est là pour répondre à vos questions. Donc, allez-y, lâchez-vous. Et il y a un onglet pour ça qui est en bas à droite de votre écran qui s'appelle Questions. Il porte bien son nom. Et vous pourrez voter pour les questions et on choisira dans les 15 dernières minutes un maximum de questions pour y répondre en fonction de celles qui ont le plus de votes. Voilà. Et ben, je vous propose d'attaquer. Je me mets en mute, je ne suis plus là, mais je suis encore là. N'hésitez pas au besoin, Lucas et Marie-Odile. Et puis, bon webinaire à tous. Eh bien, merci Sébastien. Je vais commencer par déjà définir les termes du sujet. Voilà, l'idée, c'est déjà de revenir un petit peu sur le concept de lead, de prospect, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà, l'idée, donc, dans le domaine commercial ou marketing, ce qu'on appelle un prospect ou un lead en anglais, c'est un client potentiel qui a exprimé une marque d'intérêt, en tout cas pour votre produit ou votre service. Et généralement, vous arrivez à l'identifier parce qu'il a partagé des informations de contact. Donc, ça peut être un numéro de téléphone, un email, mais aussi des informations sur la société, sur sa taille d'entreprise, sur son rôle au sein de votre entreprise. Voilà. Donc, maintenant que le terme est clair pour tout le monde, je l'espère, n'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois, dans le chat. Il faut comprendre qu'il y a différents types de prospects, plus ou moins chauds, plus ou moins qualifiés. Et donc, ce que j'aime bien présenter généralement, c'est ce tunnel de conversion, cette pyramide inversée, dans lequel on va retrouver différentes étapes d'intention de votre prospect. Une grande partie des prospects en ligne sont dans une étape de découverte. Ils ne vous connaissent pas encore, ils sont peut-être conscients des problèmes qu'ils rencontrent, mais la plupart ne le sont pas tout à fait. Et donc, ils vont se renseigner sur Internet, ils vont regarder les différentes informations qu'il y a à disponibilité sur des blogs, sur des médias. Voilà, ils ne sont pas toujours conscients des problèmes qu'ils rencontrent. La deuxième étape, c'est l'étape d'évaluation. Là, le prospect est généralement un petit peu plus conscient des problèmes qu'il rencontre. Il va commencer à chercher des solutions pour répondre à cette problématique identifiée. Et il va commencer à se renseigner en participant à un webinaire, par exemple. Il va commencer à rentrer en contact peut-être avec quelques entreprises pour comprendre comment est-ce qu'on peut répondre à ces problématiques. Et la dernière étape de ce tunnel, et c'est là que les principaux prospects que je vais considérer comme chauds, qualifiés, sont dans cette étape de sélection. C'est une partie plus marginale de vos prospects, généralement. Ils ont commencé à sectionner des candidats, ils ont identifié quelques entreprises, quelques prestataires qui peuvent répondre à leurs produits et à leurs services, et ils vont être dans une phase d'évaluation des concurrents, tout simplement, de sélection des concurrents avec lesquels ils souhaitent travailler. Voilà. J'en profite d'ailleurs, n'hésitez pas à vous présenter, peut-être à nous donner un peu de contexte sur qui vous êtes, ce que vous faites. Ça sera l'occasion de donner des exemples, peut-être un peu plus concrets parfois, de rebondir sur tout ça. Voilà, je vais passer
Du coup, une fois que les termes sont clairs maintenant, on va vous donner quelques exemples de contenu adapté à chaque étape des 3 étapes que j'ai données précédemment. Donc, comment produire du contenu adapté à chacune de ces étapes. L'étape numéro 1, c'est d'attirer donc ces prospects qui sont en phase de découverte, de faire en sorte qu'ils vous connaissent et de vous faire connaître auprès de ces prospects-là. Donc pour cela, il y a différents types de contenus qui vont vous permettre de les attirer tout simplement. Ça peut être des contenus vidéo assez informationnels, assez éducatifs. Comment créer un site internet, par exemple, nous on crée des contenus sur YouTube. Comment créer un site internet et comment celui-ci va vous aider à faire un travail commercial 24 heures sur 24. On a aussi un blog, par exemple, de notre côté, avec plusieurs milliers d'articles de blog pour éduquer et être visible sur les moteurs de recherche. Sur des thématiques liées au marketing digital. Voilà, ça c'est des exemples de contenu, mais il en existe plein d'autres. Ça peut être des podcasts si votre cible est plus intéressée par l'audio, ou des infographies, des webinaires, des checklists. Il existe tout plein de contenus. On reviendra un petit peu sur comment identifier les bons contenus, ceux qui parlent à vos clients dans une seconde partie. Une fois que vous avez attiré ces prospects, que vous êtes visible, qu'ils ont commencé à identifier que vous existez, l'enjeu, ça sera de faire en sorte de capturer leur contact, de réussir à identifier des signaux d'intérêt pour vos produits, vos services, ou en tout cas pour les problématiques que vous adressez. Et pour cela, il existe différents contenus qui vont vous permettre d'échanger de la valeur, de donner de la valeur à ces prospects en échange d'un certain nombre d'informations que vous allez récupérer auprès de ces contacts. Donc, par exemple, vous pouvez créer des guides ou des livres blancs sur des thématiques et des problématiques que vous adressez. Chez Nocamino, typiquement, on accompagne des entreprises de services aux entreprises à être plus visibles sur LinkedIn. On crée des livres blancs sur le sujet parce qu'on sait que ça intéresse notre cible. On va créer des webinaires. Voilà, vous allez vous inscrire sur un webinaire, vous allez laisser des contacts directement pour qu'on puisse éventuellement échanger avec vous par la suite. Des templates de plans d'action commerciaux, par exemple, pour accompagner les personnes qui ont besoin d'être structurées dans leur démarche commerciale. Il existe d'autres contenus, ça peut être des événements physiques. On parle beaucoup de digital, mais voilà, ça peut être aussi des événements physiques que vous distribuez en ligne. Ça peut être des études de cas, des checklists. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Et donc, la dernière étape, qui est cette étape de transformation de vos prospects en clients. Dans le cadre de cette dernière étape, l'idée, ça va être d'essayer de vous crédibiliser, de faire en sorte que votre prospect penche vers votre produit ou votre service plutôt que celui de votre concurrent. Et donc, il existe des contenus qui vont permettre de crédibiliser, de valoriser le travail que vous faites. Par exemple, des études de cas dans lesquelles vous allez présenter un petit peu un projet sur lequel vous avez travaillé avec un client, ses problématiques, l'objectif qu'il avait avant d'être accompagné par vos soins ou avant de faire appel à votre produit. Et comment est-ce que votre produit, votre service a répondu à cette problématique. Vous pouvez aussi mettre en avant des rendez-vous de bilan gratuits, des audits en individuel avec un conseiller, et ça va vous permettre de faire passer une étape à votre prospect dans le tunnel de conversion pour éventuellement faire en sorte qu'il signe et qu'il fasse le choix d'être accompagné par vos soins, tout simplement. Ouais, et Lucas, du coup, tu présentais des exemples concrets du coup de contenu créé par FoliWeb ou des exemples sur le marché. Je tenais à vous partager aussi des exemples de contenus qu'on produit chez Celle-ci. On produit des contenus pour les différentes étapes du parcours client, des contenus d'attraction, de conversion et de transformation. Je vous en ai mis quelques-uns. Donc sur l'attraction, Lucas, tu le disais bien, c'est pour attirer les prospects sur des problèmes qu'ils rencontrent. Vous pouvez revenir peut-être sur des grands fondamentaux. Nous, par exemple, chez Celle-ci, on va revenir sur des fondamentaux de qu'est-ce qu'un CRM, ou sur des fondamentaux réglementaires, notamment sur la facturation électronique à venir. Comment vous préparez demain à la réglementation? Quelles sont les règles qui seront demain établies? Sur des contenus de conversion, on a développé pas mal de choses. Vous pouvez être déjà dans une logique pour aider votre prospect à déterminer quelle est la bonne solution. Ça peut être des contenus qui sont liés à des critères. On développe beaucoup de contenus chez Celle-ci qui sont des contenus type 10 fonctionnalités clés dans votre logiciel de facturation ou 10 fonctionnalités clés dans votre logiciel de CRM. On a développé aussi pas mal de modèles et on en parlait. Les modèles, ça marche assez bien. On développe des modèles de gestion de trésorerie. Tu parlais d'un modèle de plan d'action commerciale. On a développé aussi des modèles de prospection commerciale. Ces modèles, en fait, sont presque une imitation de votre solution et vont permettre à votre prospect peut-être même de s'immerger dans votre contenu, de presque
voilà, d'entrer dans votre solution et de se projeter dans la solution qu'il va peut-être choisir demain. Et les modèles fonctionnent très bien en conversion et en relance. Et bien sûr, des exemples de contenu de transformation où là, vous allez pouvoir montrer à votre acheteur ce qui fait votre différence, comment vous allez pouvoir le rassurer. Donc, Lucas, tu mentionnais bien des études de cas clients, des témoignages clients, des démos gratuites. Et chez celle-ci, on a même été jusqu'à pousser, on a poussé un contenu qui est une exploration gratuite de la plateforme dans son ensemble qui permet à n'importe quel prospect de visualiser à quoi ressemble celle-ci et qu'est-ce qu'il aura en main demain. Et ça, c'est des bons outils qui vont vous permettre peut-être d'identifier un intent fort dans vos bases. Lucas, je te laisse passer du coup. Hop, pardon, j'ai passé un petit peu vite. Merci en tout cas Marie-Odile pour ces exemples très concrets, très actionnables en tout cas de contenu que l'on peut créer. L'idée maintenant, c'est aussi de vous donner des astuces, des tricks, voilà, pour identifier les bons contenus, s'assurer que ces contenus soient les plus intéressants pour vos prospects et de voir comment est-ce que vous allez pouvoir les mettre au service de votre transformation de prospect à client. Donc, l'une des méthodes, des techniques que l'on apprécie beaucoup, nous, chez Nocamino, c'est la méthode des buyer personas. Des personas, vous en avez certainement déjà entendu parler. L'idée, c'est de définir un profil client idéal ou des profils clients idéaux et d'essayer de se mettre dans la peau de ces personnes-là pour comprendre quelles sont leurs motivations, leurs frustrations, leurs objectifs. Et de là va découler des idées de contenu, souvent, beaucoup d'idées de contenu pour leur apporter de la valeur. Donc, le buyer persona, l'idée, c'est voilà, toujours c'est un client fictif où vous allez essayer vous allez définir des données démographiques, âge, profession, les médias sur lesquels il s'intéresse, sur lesquels il va aller chercher de l'information. Est-ce que c'est plutôt sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est plutôt sur YouTube? Est-ce que c'est via des newsletters, etc. Et ensuite, bien sûr, donc je vais en parler tout à l'heure, mais de bien lister ses frustrations. Voilà, par exemple, la frustration, c'est aujourd'hui, j'ai du mal à me différencier de mes concurrents. Et du coup, je perds des deals, je n'arrive pas à signer certains deals quand je suis face à un concurrent. Eh bien, comment est-ce que je crée un contenu qui va répondre et éduquer mon client sur cette problématique-là? Il existe, ouais. Du coup, Lucas, tu mentionnais l'importance quand on crée du contenu de bien comprendre quand on pense persona, de bien comprendre les problématiques de vos personas, de vos prospects, de vos bases de clients. Et il est tout à fait possible dans une entreprise de créer des petites routines pour trouver des idées de contenu. C'est important de passer du temps avec vos commerciaux. Ça peut passer par des points mensuels, s'inviter à des réunions, écouter des calls de qualification, parce que les commerciaux sont en contact tous les jours avec vos clients. Ils vont pouvoir être capables de vous remonter toutes les questions qui leur sont fréquemment posées par les clients, des objections courantes, quel sujet suscite l'intérêt des clients. Et tout ça, ça va vous permettre peut-être d'identifier les problématiques et qui vont vous permettre ensuite de bien aligner les contenus que vous allez devoir produire. Et après, vous pouvez aussi utiliser des outils gratuits en ligne, il en existe plein. Google, par exemple, propose des outils à Google Keyword Planner ou Google Trends qui vous permettent de veiller des saisonnalités ou des tendances marché sur certains mots-clés. Nous, typiquement, sur la facturation électronique, on sait que la requête facturation électronique est de plus en plus recherchée. Donc, on sait que c'est une problématique de nos marchés, de nos prospects. Et du coup, il faut qu'on produise du contenu en conséquence pour répondre à leurs questions au mieux. Et il existe aujourd'hui plein d'outils. Je pense que vous êtes peut-être déjà utilisateur de ChatGPT ou d'outils d'IA qui peuvent aussi vous permettre de vous aiguiller dans la construction de vos personas et de vous aiguiller sur des sujets, sur les problématiques et les freins à lever lorsque vous créez des contenus, les freins à lever auprès de vos clientèles. Et, Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, ChatGPT aujourd'hui, qui est un vrai outil en tout cas pour creuser les attentes et les frustrations de vos prospects. Ça fera peut-être l'objet d'un autre webinaire, mais ce serait super intéressant d'aborder ces sujets-là. Une fois que vous avez identifié un petit peu les contenus que vous créez, que vous voulez créer, c'est très important de réfléchir à la structure de ces contenus et de faire en sorte que ces contenus respectent certaines règles, certaines bonnes pratiques de structure. Il existe un certain nombre de structures différentes qui sont plus ou moins recommandées. Celle que j'aime bien, moi, de mon côté, c'est une structure qu'on appelle AIDA.
AIDA pour l'acronyme de attention, intérêt, désir, action, et qui va vous permettre d'accrocher déjà votre prospect, donc de faire en sorte que lorsqu'il lit le titre de votre contenu, vous allez tout de suite interpeller votre prospect, puis le faire passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le titre a été lu, vous voulez très vite faire en sorte qu'il lise la suite de votre contenu, lui susciter l'intérêt, le désir pour un produit ou un service, et donc d'appuyer sur certaines problématiques et donc sur certains points forts de votre produit ou service qui répondent à ces problématiques. Voilà, le désir, c'est encore aller un peu plus loin dans l'intérêt, c'est tout simplement faire en sorte de continuer d'appuyer tout simplement sur les problématiques et d'aller un peu plus loin dans la démonstration de comment votre produit ou votre service va répondre à la problématique que rencontre votre prospect. Et enfin, toujours terminer par un appel à l'action, une prochaine étape. Est-ce que c'est contacter un conseiller? Est-ce que c'est demander une démo en ligne? Voilà, en tout cas, toujours terminer par un appel à l'action pour faire avancer votre prospect dans ce tunnel de conversion. Un exemple très concret peut-être pour illustrer tout cela. Dans une newsletter, par exemple, il faut avoir en tête que l'objet, c'est l'élément le plus important de la réussite d'une bonne newsletter. Le premier objectif, c'est de faire en sorte que la personne ait envie d'ouvrir votre newsletter, votre contenu. Et donc, pour cela, on vous recommande de le personnaliser. Vous voyez, par exemple, à l'écran, c'est possible dans certains outils d'aller mettre une variable qui reprend le nom de votre prospect, de poser une question pour susciter l'intérêt de votre prospect et d'avoir envie d'aller plus loin dans l'ouverture de la newsletter. Faire ça aussi très rapidement dans l'introduction de votre newsletter, puis progressivement susciter un peu plus d'intérêt. Vous voyez ici, on va appuyer sur certains éléments clés du produit, le fait que la pierre est précieuse, elle est fine, la problématique de votre prospect, c'est de partager un moment pour célébrer son amour à deux. Et bien voilà, rappeler ces éléments-là très rapidement pour appuyer sur ces éléments. Et enfin, terminer sur le désir avec des techniques qui permettent par exemple de susciter aussi de l'urgence dans la prise de décision. L'idée, c'est d'être livré avant le 14 février, mais ça, c'est valable pour beaucoup de produits et services. Vous pouvez avoir des offres qui durent un temps et de susciter un désir pour cette offre-là pendant une période très limitée. Et on termine par un appel à action, tout simplement. On termine un appel à action pour découvrir le produit ou le service et aller plus loin. On a pris un exemple e-commerce aujourd'hui parce que c'est souvent des techniques qui sont très bien appliquées en e-commerce, mais bien entendu, ça, c'est des choses qui s'appliquent dans tous les business, Produire du contenu, c'est bien, mais c'est souvent chronophage. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de se dire, quand on produit du contenu, on a envie de l'utiliser au mieux et de le recycler. Donc, moi, ce que je vais vous conseiller souvent, c'est de recycler ces contenus. Donner un exemple très concret. Je vais donner un exemple très concret. Si vous produisez un livre blanc sur lequel vous avez passé du temps, et même s'il existe des outils comme ChatGPT qui vont vous permettre maintenant de gagner du temps, ou des outils d'IA qui vont vous permettre de gagner du temps, de réutiliser ce contenu pour le découper par exemple en plusieurs articles de 1000 mots que vous allez pouvoir partager sur votre blog par exemple, ou bien de créer un contenu aussi un petit peu plus court, plus digeste, avec une checklist à télécharger que vous avez peut-être aussi mise dans votre livre blanc. Voilà, donc l'idée, c'est de redécouper des contenus textes, par exemple, mais ça peut être le cas aussi pour des contenus vidéo. Aujourd'hui, on produit un webinaire. S'il y a des éléments clés de ce webinaire que je peux réutiliser dans d'autres contenus pour le partager sur des réseaux sociaux, par exemple, avec des petites vidéos de 10-15 secondes, vous pouvez les redécouper et les réutiliser. Si vous avez un témoignage client, vous faites un webinaire avec un client, vous allez pouvoir redécouper ce passage-là pour l'utiliser pour vos publicités. Et puis, vous pouvez le diffuser sur différents canaux, sur YouTube dans un second temps, si vous avez un replay, etc.
Voilà, donc ça va un peu dans le sens du message que je porte là. 20% du temps pour produire du contenu, mais pensez surtout à le diffuser. Moi, je vois beaucoup de personnes qui créent du contenu, mais qui oublient de le diffuser le plus possible. C'est super important. Donc, le diffuser, ça veut dire quand vous écrivez un article ou un livre blanc, le partager auprès de votre base de contacts dans votre newsletter. Ça peut être le partager sur les réseaux sociaux, faire en sorte que votre article de blog est bien optimisé pour le référencement naturel et soit répondre aux requêtes que les internautes tapent sur Google, mais vous pouvez aussi le diffuser dans des groupes en ligne. Ça peut être des communautés professionnelles sur LinkedIn, sur Facebook. Peut-être que vous êtes présent sur des Slack, des communautés Slack de professionnels. Ça peut être des forums sur lesquels se renseignent vos contacts, tout simplement vos prospects. Donc, diffuser votre contenu, c'est super important. Et la question, c'est que vous avez, donc on a créé du contenu, trouver les bonnes astuces pour développer du contenu. À quel moment est-ce qu'un outil CRM, en plus d'un outil de marketing de marketing, peut jouer du coup un rôle un peu clé dans votre stratégie de contenu? Alors le CRM du coup va jouer un rôle clé dans votre stratégie de contenu de plusieurs manières. Vous allez pouvoir segmenter et analyser votre clientèle, ce qui va peut-être vous permettre de créer vos personas et ensuite de créer du coup les contenus qui sont adaptés. Il va vous permettre également peut-être d'automatiser certaines relances qui vont vous faire gagner beaucoup de temps pour accélérer, puisque le thème du webinaire, c'est faire passer un prospect, enfin faire passer à l'état de prospect à client. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir peut-être accélérer certains cycles, faire passer plus rapidement vos prospects à clients, et comment est-ce que vous allez pouvoir mesurer tout ce que vous faites, parce que l'important aussi, c'est produire du contenu, le diffuser, c'est super. Maintenant, il faut savoir aussi analyser ces résultats, les mesurer pour pouvoir faire des choses plus fines et pour pouvoir améliorer du coup ses performances. Donc dans le CRM, en fait, pour revenir du coup un peu fondamentalement à ce que c'est un CRM, c'est un outil de gestion de la relation client dans lequel vous allez pouvoir centraliser votre base de données et gérer vos interactions plus commerciales. Le CRM va vous permettre d'organiser votre base de données, d'automatiser votre suivi commercial et du coup de prendre des décisions éclairées. Quand on parle de segmentation, on parlait tout à l'heure de la création des personas. Si vous avez vos bases de données dans votre CRM, vous allez pouvoir du coup commencer à analyser par segmentation, par grand type de segmentation, vos bases de données. Ça peut être des segmentations sociodémographiques, firmographiques, psychologiques, comportementales, sectorielles. Enfin, ça dépendra vraiment de votre secteur, mais c'est très important de regarder sa base de données, d'essayer de la segmenter, d'essayer de l'analyser pour pouvoir du coup ensuite produire les bons contenus qui vont vous servir à alimenter du coup ces différents segments. Avec un CRM, vous allez également pouvoir accélérer en partie les relances et le passage de prospect à client. Donc, je vous mets un exemple ici. Vous avez développé un modèle de prospection commerciale, un modèle de plan d'action commercial. Vous vous dites, c'est quand même un contenu de conversion. La personne est dans un cycle, dans son parcours client, il est en évaluation, sur une étape de conversion. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de tester peut-être une relance courte pour voir du coup s'il y a un projet et si éventuellement on peut le faire passer plus rapidement de l'état de prospect téléchargeur à un état éventuellement de client potentiel. Donc le CRM et des outils, n'importe quel outil CRM va vous permettre du coup de créer des séquences qui sont chronologiques, qui vont vous permettre avec des tâches, comme ça vous n'oubliez pas de relancer une étape de votre process de relance. Et ces séquençages et cette chronologie peut se faire sur du multicanal. Vous pouvez vous dire, alors j'ai mon téléchargeur, premier jour de téléchargement, je l'appelle. Deuxième jour, je lui envoie peut-être un email qui correspond au livre blanc qu'il a téléchargé avec un message personnalisé. Je vais peut-être essayer de me connecter avec lui sur LinkedIn. Puis en dernière chance, si j'ai pas de retour, je vais lui envoyer un dernier email. Et si les commerciaux valident l'opportunité, du coup, vous avez potentiellement un client qui est passé de prospect à l'état de client potentiel. Et si la personne n'est pas prête, vous le faites repartir en marketing et vous continuez à le nourrir. Vous continuez à lui envoyer des contenus, à le nourrir, à lui proposer de vous suivre sur les réseaux sociaux, à recevoir vos newsletters, et vous continuez à lui envoyer du coup des livres blancs, éventuellement pour le faire passer d'un état de prospect à un état de client. Et avec le CRM, alors, ce qu'on voyait avec Lucas, c'est que vous avez produit des contenus de super bonne qualité qui sont dans votre outil marketing, vous les diffusez. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à déverser ces informations, ces contacts dans votre CRM pour pouvoir les relancer et accélérer du coup accélérer le mouvement. Donc, un exemple concret,
Vous avez créé un livre blanc ou un modèle de prospection commerciale. Vous le diffusez sur les réseaux sociaux, vous le diffusez par email, vous arrivez à avoir à peu près 5000 visiteurs sur votre site internet et vous arrivez à avoir à peu près 1000 téléchargeurs du contenu en question. Ces personnes vont vous laisser des coordonnées, ils ne sont plus à l'état de piste, ils sont à l'état de prospect. Ces prospects, vous allez pouvoir du coup regarder un peu si c'est des prospects qui sont valides, qui correspondent bien à votre cible, si les informations qu'ils vous ont données sont les bonnes. Et vous allez pouvoir peut-être commencer à les déverser dans votre CRM pour pouvoir du coup mieux les qualifier. Vous allez peut-être récupérer sur ces 1000 captures de contact 150 prospects qualifiés. Éventuellement 75, donc la moitié, seront transformés en opportunités d'affaires et peut-être que 15 se transformeront en clients. Qu'est-ce que ça nous donne, ça, en fait? Ça nous donne des indicateurs de performance de vos contenus et des canaux que vous avez utilisés pour les diffuser. Vous allez être en capacité, si vous suivez bien l'analyse, vous allez pouvoir calculer des taux de conversion de visiteurs à prospects, des taux de conversion de prospects à clients. Vous allez même pouvoir avoir un chiffre d'affaires et pouvoir du coup mesurer des retours sur investissement. Un retour sur l'investissement initial qui était une campagne sur les réseaux sociaux, une production de contenu. Qu'est-ce que ça m'a rapporté demain en tant que client? Et c'est très important de pouvoir mesurer ces efforts marketing de façon à pouvoir avoir un impact sur votre société, sur votre business dans laquelle vous travaillez. Et donc, quelques petits tips si vous voulez mesurer du coup l'efficacité de campagnes marketing, quand vous créez des opportunités, repérez bien du coup les cibles à l'aide de tags. On peut les utiliser dans un CRM, vous pouvez très bien aussi le faire par ailleurs avec d'autres outils, mais essayez de bien repérer vos cibles dans votre CRM quand vous commencez à les travailler commercialement. À l'aide de tags, ça vous permettra du coup de faire des analyses plus fines. Vous pouvez également leur attribuer des sources. Si vous savez que c'est un lead qui vient d'un événement, qui vient d'un webinar, qui vient d'un livre blanc ou qui vient des réseaux sociaux, vous allez pouvoir du coup leur attribuer des sources. Et ensuite, avec le CRM ou un outil de suivi de la gestion de la relation client, vous allez être en capacité de savoir ce qui s'est passé après. Est-ce que la personne qui a téléchargé mon livre blanc, est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce que les commerciaux ont traité ces leads que je leur ai donnés? Est-ce que ça a été gagné? Est-ce que j'ai transformé un client ou est-ce que ça a été perdu? Et est-ce que ça a été rejeté? Il est important de bien mesurer vos résultats et de bien suivre ces résultats dans vos outils. Ça va vous permettre également d'affiner vos campagnes marketing. Pourquoi est-ce que sur ma campagne modèle de prospection commerciale, j'ai eu 50% de rejets? Est-ce que les personnes que j'ai eues en téléchargement en fait étaient hors cible? Est-ce que hors budget? Est-ce que en fait les leads étaient injoignables? Et toutes ces informations vont vous permettre vraiment de mesurer vos efforts, parce qu'on disait la production de contenu peut être très chronophage et tu le disais Lucas, il faut produire mais aussi recycler de façon à gagner du temps. Et c'est important de pouvoir mesurer vos efforts, affiner vos campagnes en permanence. Et ces informations-là, vous les aurez si vous classez bien les résultats et que vous déversez peut-être dans les bons outils. Pour conclure, quelques points importants que l'on a soulevés tout au long de cette présentation. Pensez bien à travailler vos personas, à comprendre leurs problématiques, leurs frustrations. C'est la principale source d'idées de contenu et c'est de là que tout doit partir. Voilà. Comprenez vos personas, vos prospects, leurs frustrations et créez du contenu qui adresse ces frustrations pour être crédible et leur apporter de la valeur. Et adapter ces contenus aux étapes dans lesquelles ils se situent, de la découverte en passant par l'évaluation ou bien la transformation. Voilà, donc adaptez vos contenus. Créez du contenu, mais diffusez-le. Pensez bien à l'intégrer dans votre CRM et vos boucles d'emailing pour accélérer accélérer votre cycle de vente. Diffusez-le pour être plus visible sur les réseaux sociaux. Diffusez-le un petit peu partout où se situent vos prospects. Voilà, faites simple, créez un gros contenu, recyclez-le, essayez de le redécouper pour gagner du temps dans votre production de contenu, utilisez les outils d'IA aussi pour gagner du temps dans la rédaction de contenu. Et Marie-Odile, de ton côté Dans ces tracking, c'est très important de savoir d'où proviennent les personnes qui ont téléchargé vos livres blancs, quel canal de diffusion a été utilisé, lequel a bien marché. Donc, essayez de penser aussi tracking quand vous commencez à diffuser vos contenus et utiliser les bons outils pour suivre vos résultats parce que ça vous permet de gagner du temps et du coup de calculer un retour sur investissement de manière beaucoup plus aisée
que sans outils, ou en tout cas sans avoir pensé à la façon dont vous allez pouvoir analyser les choses a posteriori. On est passé on a eu quelques questions dans le chat, du coup. Ouais, exactement. Hop là. Ben voilà, merci beaucoup. Plein de choses bien actionnables. On va passer aux questions, en effet, dans un instant. Je vais juste vous partager, parce que ça a été demandé plusieurs fois, le lien pour donner votre avis, recevoir le support de présentation qui a été demandé à de multiples reprises par le chat et les questions. Et on va en effet répondre aux questions. Je voulais juste, avant cela, vous parler de 2 choses. Un truc qui s'appelle Tous en ligne maintenant. Ça peut vous intéresser si vous avez au moins 2 ans d'existence, enfin pas vous, mais votre société, au moins 15 000 € de chiffre d'affaires. Et on propose des coachings qui sont gratuits. Il n'y a pas de piège, c'est juste que c'est financé par l'État. Dans le cadre du plan de France Relance. Et ça, je vais vous mettre le lien juste après, pendant qu'on répondra à la première question. Et puis, je vais vous mettre aussi le lien vers une ressourcerie que j'ai commencé à vous partager tout à l'heure. Mais du coup, sans plus attendre. Alors, il y avait une question, enfin la question qui a été la plus populaire, c'est de se dire, en fait, il y a beaucoup d'exemples qui sont orientés prestation de services, même si après vous en avez pris d'autres sur du e-commerce notamment. Comment l'adapter à la vente de produits finalement? Est-ce qu'il y a des distinctions fortes entre les deux? Je ne sais pas si Marie-Odile ou Lucas, lequel de vous deux veut répondre à ce point-là? Sur la vente de produits, typiquement chez Nucamion, on va accompagner des personnes qui vont vendre des produits de santé, et donc les problématiques que rencontrent les potentiels clients de ces personnes-là, c'est des questions de santé tout simplement. Et donc on crée souvent beaucoup de contenu en fait sur les thématiques liées aux problématiques que rencontrent ces personnes-là. Donc créer des articles de blog pour être référencés sur des requêtes Google qui sont tapées autour des thématiques auxquelles répondent ces produits. C'est des stratégies qui aujourd'hui nous on conseille à nos clients et qu'on met en place parfois pour nos clients et qui fonctionnent très bien. Donc voilà, essayer de partir par exemple des requêtes tapées sur les moteurs de recherche et identifier quelles sont les problématiques que rencontrent ces prospects pour produire du contenu pour le référencement naturel et pour les moteurs de recherche. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà, ça te donne des tips. Par exemple, moi, en tout cas, à mon sens, là, les problématiques et les méthodes sont les mêmes et sont transposables, quel que soit le business. C'est juste une question, peut-être que tu vas si je reviens juste sur les slides de production de contenu, si on parle de produits, où est-ce qu'on pourrait se mettre? Si on parle de produits, peut-être qu'on peut revenir à des fondamentaux de comment utiliser le produit dans certaines circonstances. Ça peut être ça peut être des articles de blog assez généralistes pour adresser du coup des situations particulières. Ça peut être un produit qui peut être peut-être différemment utilisé selon des secteurs en particulier. Donc on peut produire aussi des contenus produits par secteur qui peuvent être découpés en petites histoires. Ça peut être des petites vidéos de démonstration de comment le produit est utilisé dans certaines circonstances. Donc effectivement, en fait, les typologies de contenu sont transposables à toutes vos industries, à tous les secteurs. Effectivement, partir des requêtes marché, des problématiques de vos utilisateurs finaux va vous aiguiller sur la bonne façon sur quel genre de contenu produire et savoir où se trouvent les personnes que vous adressez. Est-ce que c'est des personnes qui sont très utilisatrices de LinkedIn? Est-ce que c'est des personnes qui passent énormément de temps sur YouTube? Est-ce que c'est des personnes qui, en fait, font beaucoup de recherches en ligne sur Google, sur Bing? Et ça va vous aiguiller aussi sur la forme que doit prendre le contenu pour pouvoir le diffuser et pour pouvoir adresser les bonnes cibles au bon moment. Ok, top. Une question pour enchaîner avec toi, Marie-Odile, qui s'adresse, alors je vais l'afficher, hop là, comme ça sera plus clair pour que tout le monde le voit. Il y a une question sur le fait de pouvoir ou ne pas pouvoir envoyer de messages, enfin des mails commerciaux, des newsletters. Est-ce que, enfin, il y a un message lié à RGPD. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Ouais, est-ce OK d'envoyer des emails commerciaux newsletters alors qu'on n'a pas eu l'adresse email dans un contexte de téléchargement de livre blanc, par exemple?
Mhm. Est-ce- Ouais, est-ce c'est aussi comme ça que je comprends la question de qu'il y se a dire, et de- peut-être pour élargir, dans quel cas on peut envoyer un mail, une voilà. newsletter, dans quel cas on peut pas, quoi. La CNIL a de très bons articles là-dessus. Ça dépend aussi Mm. de votre marché. Si vous êtes en B2C ou en B2B, les règles ne sont pas du tout les mêmes, hein. Au B2C, vous êtes censé avoir un opt-in sincère et franc de la personne pour lui adresser des messages. En B2B, c'est un tout petit peu plus flou. Vous pouvez adresser des messages à des adresses email d'entreprise. Le jour où ils décident d'être opt-out, c'est terminé. Vous arrêtez d'envoyer des communications marketing. Mais vous avez le droit en B2B d'envoyer des newsletters et des emails commerciaux à des entreprises jusqu'à ce qu'ils ne décident pas de devenir opt-out de vos bases. Et dans le cadre de livres blancs, en B2B, il est tout à fait autorisé. Une personne télécharge un livre blanc sur votre site internet. Vous êtes en B2B, vous allez laisser un email professionnel, ou en tout cas qui est censé être professionnel. Vous avez tout à fait le droit de lui envoyer un email qui correspond exactement au contenu qu'il a téléchargé. Vous pouvez très bien lui dire, suite à votre téléchargement de ce livre blanc, je vous invite à découvrir, pour aller plus loin sur la thématique, une vidéo de démo, un webinar, etc. Vous êtes en droit de le faire en B2B. Ok, très clair. Et en effet, c'est un bon point. J'ai repartagé la ressourcerie parce qu'on commence à évoquer des sujets et faire des liens, notamment vers la CNIL, qui a des liens. À la limite, j'essaierai de vous retrouver l'article directement, mais qui sont bien faits pour comprendre ce qu'on est en droit de faire ou pas, et d'avoir les bons réflexes. Mais comme tu le disais, il y a déjà, enfin, le premier, et qui est commun à tous, c'est déjà de se dire, il faut que les personnes puissent se désinscrire. Ça, c'est dans tous les cas et pour tout le monde. Et après, il y a des différences entre B2B et B2C, en effet. Peut-être une question de Caroline, pareil, je vais l'afficher. Je souhaite envoyer un questionnaire pour comprendre les besoins de mes prospects et des clients. Est-ce judicieux de transmettre ce questionnaire dès le premier contact, ou est-il préférable d'attendre qu'un vrai lien soit noué d'abord? Je sais pas lequel de vous deux veut répondre à ça. Non, peut-être la data parlera d'elle-même en même temps, parce que si vous avez un taux de réponse, après vous pourriez faire un A/B test. Ça serait intéressant d'A/B tester peut-être ce type d'action en se disant je prends ma base prospect, je prends ma base client, j'envoie aux deux et j'analyse du coup les retours. Est-ce que mes retours clients sont plus quali? Est-ce que le taux de réponse aussi à mon enquête est plus élevé sur ma base client que sur ma base prospect? Et la réponse, en fait, viendra d'elle-même et viendra peut-être de la data. Pour le coup, nous, on lance des enquêtes chez celle-ci. On en a lancé une il n'y a pas très longtemps sur la prospection commerciale. Et effectivement, un client qui a une relation avec vous est quand même beaucoup plus enclin à vous donner ce genre d'informations qu'un prospect qui est encore en phase de recherche ou d'évaluation. Ouais, et ça dépend en effet, enfin, juste pour rebondir sur ce point-là, parce qu'on a ce genre de sujet aussi au Fully Web. Nous, on se rend compte que non seulement il va être plus enclin à le faire, mais si on a noué une relation avec la personne, et qu'on lui présente les choses de la bonne façon, à savoir qu'on cherche à progresser, qu'on explique la démarche, et qu'on n'envoie pas juste un formulaire en disant c'est notre formulaire annuel de je sais pas quoi, de satisfaction, etc., ou de recherche de besoins. En fait, si vous le faites bien, il va même se sentir valorisé en réalité, parce que vous lui demandez son avis à lui, parce qu'il est important, etc. Donc il y a un vrai enjeu de bien le formaliser, je pense. En tout cas, nous, c'est ce qu'on observe. Et peut-être pour compléter sur cette partie-là, je pense que pour passer par des questionnaires de satisfaction et des emailing, il faut s'assurer aussi d'avoir une base de contacts qui vaille la peine de passer par ce type d'outil. Si vous avez une cinquantaine de contacts, peut-être que c'est tout aussi simple que d'aller parler à vos clients ou vos prospects en direct et d'avoir la capacité d'avoir un vrai échange avec ces personnes-là pour comprendre leurs problématiques. Et effectivement, si vous avez des bases conséquentes de plusieurs milliers de prospects ou de contacts, peut-être que là, le fait d'envoyer un questionnaire avec un taux d'ouverture et un taux de clic qui va mécaniquement faire en sorte que vous allez avoir des volumes des répondants un peu plus élevés, là, l'exercice devient intéressant. On enchaîne avec une question, qui est un petit peu longue. Peut-être que je vais vous laisser la lire directement. On un produit encore.
Donc, si je comprends bien la question, l'idée c'est de, voilà, c'est dans le contexte où on se lance, on a un premier produit, on veut le vendre et commencer à tester l'intérêt de ce produit auprès d'une cible. Comment éventuellement le contenu peut contribuer à ça, mais surtout voilà, comment essayer de comment avoir la bonne démarche commerciale auprès de ces personnes-là. C'est une bonne question, c'est une question qu'on nous pose souvent. Je pense que l'enjeu, en tout cas dans ce genre de situation, c'est d'être conscient que même si notre produit est en construction, malgré tout, il apporte de la valeur à la personne que l'on contacte. Et donc, comment ces contenus que vous allez créer vont permettre de démontrer la valeur de votre produit et de votre service. Et donc, comment est-ce que ça va crédibiliser ce produit qui est certes en construction va quand même apporter de la valeur à cette personne pour que on se retrouve dans une situation où elle ait envie même voilà d'avancer avec vous, et de signer ce premier client. Voilà, donc le contenu doit aider à crédibiliser votre expérience, votre expertise, votre produit, même si effectivement c'est un produit en construction et en lancement. Et justement, ça peut être intéressant d'avoir un club bêta testeur produit dans vos prospects, de créer du coup une des typologies de contenu qui peut être créée aussi, c'est justement, quand on parlait tout à l'heure, Sébastien, tu parlais de valorisation. C'est-à-dire que l'avis de mes clients et l'avis de mon marché est important pour que je puisse adresser un produit qui corresponde le mieux du coup à leurs besoins. Pourquoi pas imaginer de créer un petit club, quoi, enfin, ou un événement physique où vous pourrez du coup faire venir des personnes qui seraient potentiellement intéressées par vos produits et trouver du coup ce fameux premier client avec qui vous pourrez nouer du coup une relation spéciale et qui vous permettra peut-être d'améliorer votre produit dans le futur. Pardon. Il y a une question, enfin, Diana qui rebondit dans le chat en disant « Et si on a un service et qu'on est en reconversion, donc pas encore d'expérience, là, comment on va s'y prendre pour rassurer le client, justement ?» Alors, est-ce qu'il y a vraiment 0, 0, 0 il n'y a pas de client, pas de base de données, on débute, on est from scratch, quoi. Il y a l'assurance client, enfin la réassurance client, ça se travaille dans le temps, notamment par les avis clients. Les avis clients sont aussi une bonne source de contenu qu'il faut que vous valorisiez aussi tout au long de votre projet professionnel. Vous avez un client, demandez-lui systématiquement de vous laisser un avis sur Google et la réassurance se construit au fur et à mesure, et c'est important de capitaliser sur des avis. Je pense quand on commence en reconversion professionnelle, c'est un avis, 2 avis, 3 avis, puis à un moment, ça commence à rouler tout seul, quoi. Et souvent, quand on se lance à son compte, les premiers clients proviennent de la recommandation de votre réseau. Et la recommandation, c'est un outil puissant de crédibilisation. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est au maximum d'aller demander à quelqu'un de vous recommander, quelqu'un de confiance qui a peut-être dans son réseau quelqu'un qui correspond à votre cible, à votre profil de client idéal. Et si cette personne accepte de vous mettre en relation, c'est déjà qu'a priori, il y a cette confiance qui se partage en fait à travers la recommandation. Donc, parfois, c'est difficile d'aller démarcher quelqu'un qu'on ne connaît pas comme ça et de signer ce premier client qui ne vous connaît pas et il va falloir faire un gros travail de réassurance, de crédibilisation. Et c'est là que la recommandation va vous permettre parfois de construire de la confiance à travers la confiance qu'une personne a déjà dans la personne qui vous recommande. Voilà, donc je vous conseille plutôt à travailler ce levier-là. Jacques a eu une idée intéressante, effectivement. On peut dire que dites-lui qu'il vous teste, il vous paiera seulement s'il est content et peut-être que ça peut être une première, en tout cas, piste pour aborder son premier marché. Ok, super. Je regarde si on avait d'autres questions. Alors, une question de Valérie. Bonjour, quels sont les bons outils logiciels pour faire des emailing newsletters qui évitent aux emails de terminer dans les spams et indésirables? Alors,
Tu veux commencer, Lucas? Les bons outils logiciels. Aujourd'hui, Neocamino, nous, on propose un outil d'emailing, que ce soit de newsletter ou bien de parcours d'email automatisé, semi-automatisé. Donc, c'est un outil aujourd'hui que l'on a construit de sorte effectivement à respecter les bonnes pratiques pour éviter de tomber dans les spams et les indésirables. Néanmoins, les outils font un travail important pour répondre à ces problématiques-là. Il faut être conscient que l'usage que l'on fait de ces outils-là, est aussi très important dans la manière dont on évite de tomber dans les spams. Donc, les outils mettent en place des choses, mais votre usage de ces outils va aussi permettre de tomber plus ou moins souvent dans les spams. Marie-Odile, peut-être que tu voulais compléter. Non, c'est très juste, c'est que la délivrabilité et le fait de tomber dans les spams, c'est une responsabilité quand même très partagée. Il n'y a pas d'outil magique qui empêche que les emails tombent dans des spams. Il faut travailler vos bases de données, avoir des bases de données de bonne qualité, nettoyer ces bases de données régulièrement aussi, ça va vous permettre aussi peut-être d'être moins considéré comme un spammer. Soigner ces bases de données, faire en sorte que les personnes qui sont dans vos bases de données aient des interactions avec vous de manière assez régulière, et qu'il y a évidemment des bonnes pratiques. Tu l'as partagé, Lucas, sur la newsletter accrocheuse. Les objets d'email doivent respecter certains critères aussi pour ne pas tomber systématiquement en spam. Je pense que vous avez certainement beaucoup de contenu à partager là-dessus chez les Folies Web et chez Neocamino sur les bonnes pratiques email. Il y a des mots à ne pas utiliser, pas trop de points d'interrogation, de promo flash, etc. Mais la délivrabilité, c'est un sujet qui est partagé entre l'outil et l'utilisateur. C'est ça. Typiquement, dans le logiciel Neocamino, on va guider l'utilisateur pour respecter certaines pratiques. On les contraint pas, mais on guide, soit à travers du contenu éducationnel accessible depuis le logiciel, soit avec des fiches d'aide et une académie pour justement monter en compétence sur comment avoir des emails performants, qui ne tombent pas dans les spams, qui s'ouvrent, qui cliquent, en tout cas au service de votre performance. Trop bien, merci. Écoutez, je pense qu'on est à peu près bon sur les questions. N'hésitez pas si j'en ai oublié. Il y avait pardon, vas-y. Il y a une personne dont j'ai vu passer comment se connecter à ChatGPT. ChatGPT, c'est gratuit, hein, vous pouvez vous créer un compte gratuitement. Vous aurez une version gratuite limitée, mais vous pouvez du coup tester l'outil, c'est assez intéressant à utiliser. Et pour les outils d'analyse, je crois qu'il y avait une question sur quels outils d'analyse. Là, dans la présentation, on vous a présenté comment est-ce qu'un logiciel marketing et un logiciel CRM peuvent bien fonctionner ensemble pour pouvoir du coup mesurer vos performances. Il existe aussi des outils, vous pouvez également utiliser un Google Analytics qui va vous donner quand même pas mal d'informations aussi sur le nombre de personnes qui sont venues sur votre site internet, le nombre de personnes qui ont téléchargé, et potentiellement, si vous êtes en e-commerce, avec un Google Analytics, vous êtes en capacité de mesurer aussi des paniers, de la conversion directe. J'avais noté une autre question dans le chat qui était sur les outils à utiliser pour la création de contenu. Effectivement, on a beaucoup parlé de créer du contenu et c'est important d'être équipé des bons outils. On a parlé de ChatGPT qui permet de gagner du temps, en tout cas l'intelligence artificielle qui permet de gagner du temps dans la rédaction de contenu. Aujourd'hui, il existe de plus en plus d'outils qui vont vous permettre aussi de gagner du temps dans la production de contenu vidéo, soit assisté par l'intelligence artificielle ou non. En tout cas, typiquement, donc nous, chez Neocamino, on a une brique qui permet d'aller étudier les requêtes des internautes sur les moteurs de recherche. À partir de ces requêtes, de définir un article qui peut répondre à cette problématique. Et derrière, depuis cette problématique de générer des titres accompagnés par l'intelligence artificielle et ensuite des paragraphes accompagnés par l'intelligence artificielle. Donc, on a un outil qui peut vous aider en tout cas à rédiger des articles de blog. Et il existe ce type d'outils dans plein d'autres logiciels que nous typiquement on utilise pour la création visuelle Canva. C'est un outil qui est plutôt recommandé pour des personnes qui sont débutantes sur la création de contenu visuel, par exemple. Je mets dans le...
Il y avait une dernière question de Morgane. Dans le cadre d'un marché très concurrentiel et en perte de vitesse, quelles sont vos préconisations pour catcher des leads? Donc l'événementiel et la com, c'est ce que je comprends. Dans le cadre d'un marché très concurrentiel et en perte de vitesse, l'événementiel et la com, quelles sont vos préconisations pour catcher des leads? Dans un marché très concurrentiel, c'est intéressant d'aller aussi regarder peut-être ce que fait la concurrence. Enfin, avant de commencer à produire du contenu, c'est intéressant de regarder un petit peu ce que fait la concurrence, ce qu'ils produisent comme contenu, quelle typologie de contenu, quels sont les types de contenus qui sont les plus qui ont été peut-être même par le passé les plus utilisés, peut-être de l'événementiel, des salons, des rencontres. J'imagine que dans l'événementiel et la com, les gens sont très connectés, très digitaux. Donc peut-être privilégier des canaux aussi de connexion professionnelle type LinkedIn, Facebook, pour pouvoir du coup aller produire et diffuser des contenus. Et ensuite, on parlait tout à l'heure de contenu de conversion type des bilans gratuits. Ça peut être une bonne façon d'adresser un marché d'événementiel et de communication en proposant peut-être des devis gratuits ou un petit audit gratuit, rapide, d'une stratégie de communication d'une entreprise, par exemple, pour pouvoir commencer à se faire connaître et catcher des leads. Complètement, et sans oublier évidemment apporter de la valeur et là encore se baser sur la recommandation. Vous allez voir un truc qu'on fait, nous, si on peut se dire que c'est une forme d'événementiel. Vous allez avoir un questionnaire de satisfaction, où d'ailleurs on a un problème vis-à-vis des supports de présentation en ce moment, donc désolé pour ça, vous êtes quelques-uns à avoir rencontré le problème, on va le traiter rapidement. Mais en fait, il y a un sujet après à simplement se dire des personnes qui sont contents de la performance, de leur demander un avis et d'avoir une boucle ça va aider et ça reboucle sur des choses qui ont été évoquées par Lucas, notamment tout à l'heure, c'est de se dire il va y avoir des avis qui sont positifs et donc ça va faire de la réassurance et donc ça va générer des leads, etc. Donc mettre en place cette mécanique-là, en tout cas nous c'est ce qu'on essaye de faire également. Il y avait une question de Renaud sur les coûts, en fait, les coûts moyens, notamment. Alors, Renaud, il me semble, si je remonte un petit peu, la question c'était combien pour un accompagnement mensuel complet, création contenu, réseaux sociaux, mise en place, automatisation Salezy avec compte Salezy plus base de données. Peut-être qu'une façon de répondre, c'est d'avoir les deux, enfin la somme de vous deux en quelque sorte. Mais alors, oui, mais alors, c'est difficile de donner. Ça dépend, j'imagine. J'allais dire ça dépend, oui. Nous, on a les tarifs affichés sur le site de celle-ci. Renaud, si vous souhaitez qu'on échange après ou que je transmette vos contacts pour avoir une démo peut-être même de celle-ci et peut-être une démo de NeoCamino et voir comment est-ce que les outils se connectent entre eux. On sera ravis d'organiser ça et vous aurez du coup une vision beaucoup plus claire de ce que ça peut vous coûter globalement. C'est difficile de vous donner une tranche de prix comme ça à la volée. Bien aligné avec Marie-Odile sur ce sujet-là, ça va beaucoup dépendre, on parle de création de contenu, ça va dépendre de quel est le contenu que l'on veut créer, ça va dépendre du volume de contenu qui est pertinent pour atteindre vos objectifs, donc ça va être difficile aujourd'hui de vous répondre. Mais voilà, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous propose d'abord de vous accompagner sur la stratégie pour définir tout ça avec vous, et puis ensuite seulement de vous dire voilà comment est-ce qu'on va pouvoir y répondre très concrètement. Mais du coup, Renaud et puis Yves, puisque Yves pose la même question, quoi, globalement, de se dire mais comment se chez votre prestation, etc. Peut-être que si vous êtes intéressé au-delà du coût, c'est peut-être de rentrer en contact avec Lucas et Marie-Odile ou via le site. Je ne sais pas quelle est la meilleure façon de le faire, Marie-Odile. Est-ce que c'est via le site? Est-ce que tu veux partager un contact ou une URL qui est la bonne façon d'être en contact avec vous? On peut, par le site internet, il y a une demande de démo, on va en contact. Ouais. Ok. Et Lucas, même question. Alors sur Lucas pour NeoCamino, quand vous remplissez le questionnaire de satisfaction, vous avez la possibilité de demander d'avoir un échange d'une trentaine de minutes avec un conseiller de NeoCamino. Donc c'est peut-être la chose la plus simple à faire. Et puis n'hésitez pas l'un et l'autre à partager vos contacts si vous le souhaitez, en tout cas. Ok. Parfait. Écoutez, je pense qu'on est à peu près bon.
Et on tient en plus le timing. On voit que les uns et les autres ont faim, ça doit être pour ça. Mais en tout cas, merci 1000 fois Marie-Odile et Lucas pour tous ces bons plans, toutes ces bonnes pratiques. Merci à vous aussi dans le chat et dans les questions, parce que vous avez été bien actifs et on espère qu'on a pu répondre à vos interrogations en arrivant. Et puis, bon appétit et à très bientôt pour un prochain webinaire FoliWeb. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci.